Bonjour Monsieur Angelo Motti. Alors je fais cette vidéo de présentation parce que je t'ai rencontré en 2021 dans la résistance anticovidiste à Reims. Et depuis j'ai compris que comme moi tu combattais les dénis de justice de différents acteurs du système judiciaire. Alors toi c'est plutôt justice pénale et justice civile, alors que moi c'est plutôt justice administrative. Donc j'ai décidé de faire une vidéo de présentation de toi-même et de ton combat. Première question Angelo, j'ai remarqué tout de suite que tu avais un accent italien. Alors où es-tu né ? Comme tu l'as bien dit, je suis né en Italie, dans la région des Abruzzes, dans un petit village qui s'appelle Roccavivi. Mon village, il y a à peu près 1 millier d'habitants, dans les Apennins, au pied d'une montagne, et voilà. Alors c'est quoi, est-ce que tu peux nous dire une particularité de la région des Abruzzes et puis de la montagne des Apennins que tu viens de citer ? Les particularités de cette région, en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'était une terre de l'église, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'après la guerre. Et la particularité, c'est que comme c'est très montagneux, déjà il y a la mer d'un côté, mais comme la région est très montagneuse, c'était l'endroit où il y avait le plus grand nombre je vais dire hors la loi, mais dans le sens où ils étaient contre le gouvernement, contre le pouvoir et contre tous ceux qui se pensent être au-dessus de tout. Voilà. Des délinquants hors la loi, mais qui en fait luttaient contre un pouvoir peut-être malfaisant. Ça veut dire que tu as grandi avec ces histoires ? Oui et non, enfin oui, j'ai déjà entendu des histoires dans ce sens-là quand j'étais gamin, mais bon, c'était pas vraiment quelque chose qu'on criait sur les toits, c'était plutôt voilà, dans les repas de famille, dans les histoires des anciens, etc. Voilà. Et parle-nous juste un petit peu de ta famille, donc tu avais des frères et sœurs nombreux ? Alors nous on était 3, donc je dis on était parce que ma sœur est décédée il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Et ma famille, c'est une famille très modeste. Mes grands-parents, mon père travaillait dans le bâtiment, ma mère elle était femme au foyer. Mes grands-parents étaient agriculteurs, petits agriculteurs. Et moi-même, j'ai grandi dans ce milieu-là. Depuis tout petit, j'étais à la campagne avec mes grands-parents à les aider, entre guillemets. Dès l'âge de 5-6 ans, j'étais avec eux, pas tous les jours. La période estivale, j'étais tous les jours avec eux. Et donc voilà, c'est ça mon enfance et ma famille. Mes grands-parents ont eu 10 enfants, 11 je crois, et dont un qui est décédé, donc 10 enfants, 5 garçons et 5 filles. Et donc j'ai grandi dans ce milieu-là avec des grands repas de famille, etc. Voilà. Est-ce que dans ce petit village des Abruzzes, il y avait évidemment le système scolaire, mais est-ce que dans le collège ou le lycée où tu es allé, tu as appris d'autres langues vivantes que l'italien à cette époque-là ? Oui, justement. Donc on avait, pas la petite enfance, mais quand on était déjà je ne sais pas, 11 ans, à quoi ça correspond ici. 11 ans, ça fait la 6e, 5e à peu près, voilà. Au collège. Le collège, donc à partir de cet âge-là, j'ai appris le français à l'école par un professeur qui était génial, qui était aussi maire du village, et là il était moins génial par rapport à ça. Mais bon, voilà, j'appréciais ces leçons de français, ça se passait très bien, comme j'avais pas trop de mal et j'aimais apprendre le français, donc ça m'est resté, et quand je suis arrivé ici, donc j'étais déjà un petit peu préparé à la langue française. Est-ce que le français comme langue vivante étrangère, c'était la seule qu'il y avait à ce moment-là dans ton établissement, ou est-ce que s'il y en avait d'autres, c'est celle-là que tu as choisie ? Non, on n'avait pas le choix, c'était le français, c'est tout. C'était aussi parce que c'était la période où dans mon village et un peu partout en Italie, il y avait beaucoup de personnes qui venaient travailler ici en France. Juste dans les années 50-60, il y a eu beaucoup de gens, dont mes parents, donc mon père,
qui sont venus ici en France pour travailler. Alors donc on passe, c'était la question suivante, Angelo. Donc comment ça se fait que tu as atterri en France? Voilà, dans quelles circonstances et à quel âge tu es arrivé en France? Alors je suis arrivé ici, j'avais 15 ans et demi, en 77. Donc 15 ans et demi, en janvier de 77. Parce que j'avais décidé de quitter l'école, parce que j'étais contre l'injustice et je voyais l'injustice à l'école. Et donc, comme j'étais toujours un petit peu rebelle par rapport à ça, j'ai décidé de quitter l'école, alors que j'avais de bonnes moyennes. Je vais me lancer des fleurs, mais tant pis. Et de travailler, d'être indépendant. Voilà, c'était ça. Ça, c'était la raison principale, mais il y a eu une raison aussi un peu particulière qui m'a décidé de partir. C'est que c'était la période où j'avais justement 13, 14, 15 ans. Il se passait beaucoup de choses en Italie, dans la commune, dans le village où j'étais. Et j'entendais les garçons ou les filles de mon âge dire « on ne peut rien y faire ». Et comme moi je détestais ce raisonnement, j'ai dit bah, « si on ne peut rien y faire, je n'ai pas envie de vivre ici, je vais aller ailleurs ». Et malheureusement, je suis arrivé ici pour vivre tranquillement, mais la réalité m'a rattrapé. 50 ans plus tard, je me suis retrouvé face au même problème et là j'ai décidé qu'on pouvait y faire quelque chose et que je n'avais plus à partir, j'ai décidé de me battre. Mais quand tu es venu ici en France à l'âge de 15 ans, donc c'est parce que tu as suivi tes parents, tes deux parents qui devaient venir travailler en France ou il n'y avait que ton père qui est venu travailler en France? Il y avait que mon père qui travaillait en France. Ma mère elle est venue mais pour quelques mois seulement. Mon père il travaillait ici, il a travaillé ici pendant une dizaine d'années, peut-être même plus. Et puis il y avait aussi d'autres personnes de ma famille. Il y a mes oncles qui travaillaient ici, dont un qui est à Reims, où j'habite actuellement. Et donc voilà, c'est pour cette raison-là. Et puis il y avait du travail dans les années 70, à la fin des années 70, il y avait du travail. Et moi donc je suis venu en France pour venir travailler et j'ai commencé à travailler dans une centrale nucléaire. C'est-à-dire la construction d'une centrale nucléaire dans le bâtiment. Donc, et on travaillait beaucoup, on travaillait 10 heures par jour, des fois même le week-end, mais on gagnait bien notre vie, on était bien payés. Et je suis resté là pendant 1 an et demi, le chantier il était terminé, donc on nous a envoyés au Havre, mais j'ai détesté le Havre parce qu'il faisait toujours moche. Ensuite on a atterri à Dieppe, et Dieppe aussi c'est pareil, il pleuvait tout le temps, donc je dis bon, c'est pas pour moi. En plus j'étais resté presque tout seul, tous les autres étaient repartis en Italie ou ailleurs, et donc j'ai décidé de repartir en Italie. Après j'ai atterri en Allemagne, j'ai travaillé quelque temps en Allemagne, et c'était pas terrible, j'aimais pas l'allemand, j'aimais pas comment ça se passait. Et donc je suis reparti en Italie, après j'ai fait les allers-retours en France, en Italie, et j'ai travaillé donc dans les travaux publics pendant plusieurs années, jusqu'à en 82. Enfin en 82 j'ai commencé à travailler pour la première fois dans la restauration à Paris, comme commis de salle, commis de cuisine. Je suis passé par tous les stades, cuisine, salle, serveur, restaurant, enfin de cuisine, aide cuisinier, etc. Je suis revenu un petit peu dans le bâtiment un peu plus tard à Paris, notamment à Euro Disneyland. J'ai travaillé au Disneyland, au Forum des Halles à Paris. Et dans quelles circonstances précises, Angelo, es-tu arrivé à Reims? Alors, j'ai atterri à Reims en 92-93 par là, parce que j'habitais à Paris depuis déjà 12-13 ans, j'en avais marre, je voulais changer un peu d'air pendant quelques temps, et je me suis dit, tiens, je vais aller à Reims, parce qu'il y a mon oncle, comme je disais tout à l'heure, qui habite Reims depuis des décennies.
Et donc, je me suis transféré à Reims en me disant que je resterai un peu et après je repartirai sur Paris parce que je voulais ouvrir quelque chose sur Paris. Mais j'avais quitté Paris pour me changer un peu les idées, voilà. Avec l'objectif d'y retourner un jour. Et finalement, je me suis installé, j'ai vu que c'était une petite ville sympa, je ne voulais pas repartir à Paris parce qu'il y avait trop de circulation. Enfin bref. Et voilà, c'est dans ces circonstances-là que j'ai atterri à Reims. Donc j'ai travaillé pas longtemps, peut-être un an et demi, 2 ans avec mon oncle. Et je me suis remis à la restauration et à ce moment-là, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas ouvrir quelque chose à Reims. On a cherché un local avec des amis et on a trouvé ce local-là. Donc c'est situé dans la rue Roosevelt, à Reims, actuellement, oui, à côté du grand lycée Roosevelt. Et en fait, à ce moment-là, on n'avait pas retenu cet endroit-là, surtout à mes amis, hein, ceux avec qui j'étais censé ouvrir un restaurant, ils n'ont pas aimé cet endroit. Et donc on a fait autre chose ailleurs, rue Chanzy, au centre-ville, derrière la cathédrale. Et déjà à ce moment-là, j'avais supervisé entre guillemets tous les travaux parce que le restaurant il fallait le créer complètement. Ça s'est mal passé, moi je ne comptais pas beaucoup et donc eux ils avaient apporté beaucoup d'argent, moi pas beaucoup. C'est surtout mon oncle qui avait apporté de l'argent pour moi et donc bon, comme je n'avais pas beaucoup d'impact sur les décisions, j'ai dit bon ben, c'est tout, je vais partir et j'ai fait autre chose. Et donc je me suis mis à retravailler dans la restauration pendant quelques temps, jusqu'au jour où donc, je suis retourné dans le local de Roosevelt qui avait été repris par quelqu'un d'autre qui avait installé une sandwicherie. J'ai repris la sandwicherie pour pas beaucoup, j'ai fait un prêt à la banque, j'ai jamais eu de l'argent, j'ai jamais su accumuler de l'argent, c'était pas mon truc, c'est pas mon truc ça. J'étais vraiment tout seul. À ce moment-là, je payais 450 € par mois de loyer. Donc c'était pas énorme pour le local que c'était. Il faut savoir qu'il y avait quand même 300 mètres carrés exploitables, plus 300 mètres carrés non exploitables. C'était le double sous-sol. C'est un immeuble qui servait au temps de la guerre comme refuge quand il y avait des bombardements quand même. Hein. Donc c'était vraiment enterré en deux sous-sols, en dessous du niveau du trottoir. Et donc quand je suis rentré là, il a fallu faire beaucoup de travaux, de déblayage parce qu'il y avait des gravats partout au sous-sol et donc il a fallu tout enlever. J'ai passé des mois et des mois à faire ça. Alors je faisais ça tout seul au début au moins. Après il y a deux cousins à moi qui m'ont aidé, qui sont passés à Reims et qui sont restés un peu avec moi, qui m'ont aidé. Mais au départ je faisais ça tout seul et avec l'accord du propriétaire, parce que j'avais l'intention d'ouvrir quelque chose au sous-sol, de faire une sorte de dancing, parce qu'il y avait des gens qui venaient danser chez moi, je mettais un peu de musique, et surtout du rock, de la valse, du tango, des choses comme ça. C'était des gens, si tu veux, d'un certain âge, c'était pas des petits gamins qui venaient, il y avait aussi des gamins, évidemment, surtout pour le rock. Donc à ce moment-là, il y avait un propriétaire du local commercial et toi, Angelo, tu lui louais ce local commercial. Exactement. Et comment se sont passées vos relations? Alors, au départ, il n'y avait pas de problème. En fait, le propriétaire, je n'avais pas beaucoup de rapport avec lui. Je l'avais eu au téléphone, hein, mais c'était surtout avec l'agence qui louait pour le compte du propriétaire, donc le mandataire, qui m'avait donné son accord pour faire tous les travaux, etc. Et à la fin, quand j'ai voulu m'installer au sous-sol pour faire ce que je voulais, ils m'ont dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas le faire ». Et donc, comme un idiot que je suis, et ça c'est sûr que j'ai fait des bêtises, je le reconnais,
je n'ai pas payé le loyer. Mais dans le commercial, il suffit que tu ne payes pas un loyer pour pouvoir être expulsé. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'avais un avocat. L'avocat ne m'a pas beaucoup défendu. Et même en appel, il m'a dit « Ah non, non, monsieur Mouti, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle d'audience, c'est interdit au public. » Ce qui est une aberration, évidemment, mais à ce moment-là, moi, je faisais confiance à l'avocat. Et je n'ai pas contesté. Bon, j'étais en faute, et puis c'était la première fois, j'ai dit « Bon, bah, tant pis ». Mais j'ai profité de cette occasion pour essayer de racheter les murs. Le propriétaire, c'était un dentiste, et lui, il ne voulait pas traiter avec moi. Donc, j'ai demandé tous ceux qui venaient dans mon local pour danser, s'il y en avait qui étaient disposés à s'associer avec moi pour acheter les murs commerciaux pour ensuite faire ce que je voulais faire. J'ai trouvé quelqu'un, une personne qui venait tout le temps danser dans mon local, qui s'appelle Anne-Marie Luminez. C'était une dentiste, parce que maintenant elle est à la retraite, et donc elle exerçait le même métier que le propriétaire des murs, et je me suis dit qu'elle avait plus de facilité à discuter avec un confrère. Et donc le problème c'est qu'elle n'avait pas vraiment les moyens de m'aider, parce qu'elle était un petit peu, bon, financièrement c'était pas la joie. Je l'ai aidée financièrement, je l'ai aidée pour faire des travaux chez elle, je l'ai aidée avec les problèmes familiaux qu'elle avait, et l'accord c'était qu'elle serait la personne qui contacterait le propriétaire, mais ne serait pas dans la SCI qui allait acheter les murs. Mais comme il y avait des bons rapports d'amitié, hein, attention, avec elle, j'ai dit bon, pourquoi pas, tu rentres dans la société. Au départ, elle devait avoir que 30%, et il devait y avoir d'autres personnes, mais finalement on a décidé que ce serait moi, enfin elle et ma famille, et qu'elle aurait 50% de part de SCI et qu'elle serait la gérante de la SCI. Qu'est-ce qui t'a fait donner ce nom de Quo Vadis Café à ce local? D'où vient ce nom? Pourquoi l'as-tu choisi? Quand j'ai donc créé ma propre société, je ne savais pas, j'avais plusieurs noms en tête, et puis un jour j'étais en Italie, j'ai discuté avec ma famille, il y avait ma sœur, et donc ma sœur m'a dit pourquoi tu l'appellerais pas Quo Vadis Café? Et donc j'ai dit ah bah tiens, pourquoi pas? Et en fait, Quo Vadis Café veut dire en latin, pour ceux qui connaissent, où vas-tu? Et ça m'a paru une bonne idée de l'appeler Quo Vadis Café. Voilà, puis c'est resté, même avec tous les changements qu'il y a eu. Le nom de Quo Vadis Café est toujours resté, l'enseigne est toujours restée. Est-ce que tu connaissais à l'époque le livre historique justement qui s'appelle Quo Vadis? Bien sûr que si, c'était l'histoire romaine, donc il y avait eu des films, etc. Peut-être même évoqué un petit peu à l'école, donc évidemment, je connaissais l'histoire du Quo Vadis, évidemment. Donc Angelo, si j'ai bien compris, de février 2002, vous achetez les murs avec ton associé Madame Luminez jusqu'à juillet 2003, tout se passe bien, vous exploitez le bar-restaurant, c'est toi qui évidemment fait tourner cela, et puis comme tu as un projet d'aménager le sous-sol en discothèque, à partir de l'été, il va y avoir 3 obstacles qui vont surgir. Peux-tu nous expliquer cela? Oui, exactement. Donc, quand on avait acheté les murs, c'était un projet justement de pouvoir faire un bar-restaurant et discothèque au sous-sol. C'était dans le contrat, hein, c'était l'accord qu'on avait avec Luminez, avec notre associé. Et donc, on a fait une demande de permis de construire pour pouvoir exploiter le sous-sol pour un local recevant du public et avec de la musique. Tous les services de la mairie ont donné leur accord, sauf un monsieur dont le nom m'échappe,
qui me dit, la première fois que je vais le voir, il me dit de toute façon, tant que je serai là, vous n'aurez pas votre permis de construire. Je suis resté vraiment, je ne savais pas quoi dire. Je suis reparti, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Et ensuite, il m'envoie quelque temps après un courrier pour me dire, si vous voulez votre permis, vous faites les travaux et ensuite vous venez me voir. Ce qui est une absurdité, puisque pour pouvoir faire les travaux, je devais avoir l'accord. Et ce n'est pas un simple courrier, c'est une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il m'envoie. Et donc après, on a tout de suite été bloqué par la mairie parce que justement, on avait commencé les travaux sans avoir le permis de construire. On s'est adressé à ce moment-là à un avocat, Dominique Roussel, à Reims, pour qu'il fasse le nécessaire auprès des services de la mairie et de la copropriété de l'immeuble pour qu'on puisse avoir les autorisations nécessaires à l'exploitation du local. Parce qu'en fait, ce qu'on avait fait, dans le contrat de location, on avait augmenté le loyer de 450 € qui était celui du départ, que j'avais moi, à 1400 € pour pouvoir payer le prêt qu'on avait fait pour le rachat des murs et pour les travaux qui étaient nécessaires à l'exploitation du local. Parce qu'on rappelle, Angelo, que quand tu dis on, c'est ta famille et toi et ton associé qui aviez acheté les murs. Exactement. Et donc même s'il pouvait y avoir des excédents dans le loyer qu'on payait, c'était de toute façon pour notre intérêt à nous, pas pour un tiers. Et donc on n'a pas trouvé ça anormal. Sauf que quand on n'a pas eu les autorisations, qu'on a été voir l'avocat en question, quelques jours après, a écrit effectivement au service, à la mairie et à la copropriété pour demander des explications. Ça, c'était en août. D'accord. En septembre 2003, j'ai été autorisé par la gérante de la SCI, donc le Minez, à représenter la SCI au sein d'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble pour exposer le projet qu'on avait en tête. Jusque-là, tout s'est bien passé, sauf que en octobre 2003, j'ai eu une dispute avec le Minez pour des problèmes personnels. Et à ce moment-là, elle se retourne contre moi, elle voit l'avocat, donc Roussel, qui était normalement pour notre intérêt commun, il se retourne contre moi au profit de mon associé, de notre associé. Et donc, moi, je n'ai pas compris ce qui se passait, parce que l'avocat en question, il nous écrit pour nous demander des sommes d'argent qui n'étaient pas justifiées. Quelques temps après, donc ça c'était toujours en novembre, peut-être fin novembre, début décembre, il y a un autre personnage qui entre dans la scène, c'est Marc Templier, huissier de justice à Reims. Et cette personne nous écrit en disant, je suis le nouveau gérant de la SCI, nommé par qui, je ne sais pas, parce que pour nommer un gérant, il faut une assemblée générale. Et donc, vous devez payer un mois les loyers que vous devez à la SCI. À ce moment-là, moi, j'ai écrit à ce monsieur pour lui dire, d'accord, vous êtes le nouveau gérant, je ne sais pas qui c'est qui vous a nommé alors que c'est une SCI. Les loyers que vous demandez, je les conteste parce qu'ils ne sont pas, à mon avis, dus. Et en plus de ça, puisque vous êtes le nouveau gérant, faites le nécessaire auprès des services de la mairie et autres pour qu'on puisse avoir les autorisations pour exploiter le local comme il est dit dans le contrat de bail qui stipule que le local peut être exploité, doit être exploité comme bar, restaurant, discothèque. D'accord ? Donc Angelo, à ce moment-là, décembre 2003, ce courrier que tu envoies à Marc Templier, dans
ce long combat qui va commencer, et toi tu ne le sais pas, eh bien c'est la première riposte que tu fais toi en tant qu'individu, en tant qu'Angelo Motti, pour justement t'affirmer et affirmer tes droits. Ce premier courrier. Lorsqu'on vous envoie un fax, il y a la preuve que la personne a reçu le fax. Si la personne ne reçoit pas le fax, vous avez un message sur le fax qui dit que le fax n'a pas atteint la personne à qui vous l'avez envoyé. Donc il n'y a aucun doute que ces personnes-là le reçoivent. Et donc Marc Templier l'a reçu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Aussitôt après le courrier, d'abord il n'a rien fait pour nous faire avoir les autorisations de la mairie. Et ensuite, il a cessé de se présenter comme étant le gérant de la SCI. Donc c'est qu'il a reçu le fax. Nous sommes donc en décembre 2003 et Angelo vient d'envoyer donc un courrier de réponse à un huissier de justice qui s'appelle Marc Templier et il ne sait pas encore qu'il vient de rentrer dans un engrenage judiciaire avec un acharnement de plusieurs acteurs dans ce système judiciaire qu'il n'imaginait absolument pas et qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour l'instant, dans cette vidéo de présentation, nous n'allons pas aborder la multiplicité d'acteurs qui ont été les agresseurs, on pourrait dire, d'Angelo Motti, mais il va simplement nous dire quelles sont les catégories d'acteurs du système judiciaire et parajudiciaire à qui il a eu malheureusement affaire depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Mis à part donc ce monsieur de la mairie, évidemment, ensuite il y a eu l'avocat, les avocats, parce qu'il y a eu plusieurs, il y a eu Roussel, ensuite il y a eu Antoine Genestra, Rieg, son prénom je ne me souviens pas. Il y a eu Pierangeli, Estelle Pierangeli, Francis Fossier, très connu ici à Reims, Pascal Guérin, aussi très connu. C'est des grands cabinets, c'est des avocats qui sont très connus sur Reims. Il y a eu aussi les mandataires judiciaires, il y en a eu deux de mandataires judiciaires. Le premier, François Deltour, ça c'était en 2004. Et le deuxième, plus récemment, Isabelle Tirmont, ça c'était en 2016. Donc les juges consulaires, un juge consulaire c'est les juges qui sont au tribunal de commerce. Et en fait ce n'est pas des vrais juges, ils ne sont même pas payés. Les juges consulaires c'est des commerçants ou des anciens commerçants, souvent c'est des grands patrons. C'est un système un peu particulier parce que c'est des commerçants en même temps, anciens ou pas, et en même temps ils jugent les autres commerçants. Donc c'est un peu particulier. En principe, c'est un système qui est fait pour protéger les commerçants, alors qu'en réalité, à la fin, on se retrouve bien souvent à être spolié de tout ce qu'on avait, de tout, etc. C'est arrivé à plusieurs personnes de ma connaissance aussi, et que j'ai pu d'ailleurs aider. Ensuite, évidemment, les huissiers de justice. Donc le premier que j'ai nommé Marc Templier, il y en a eu un autre qui s'appelle Bompard, mais de son prénom je ne me souviens pas. Mais lui, il n'a pas eu beaucoup d'impact. Il a essayé de faire quelque chose, mais il n'a pas réussi parce que je ne me suis pas laissé faire. À ce moment-là, je commençais déjà à connaître un petit peu le rouage de la justice, et donc je ne me suis pas laissé faire. Et le troisième, elle s'appelle Karine Kumfol-Lera, un nom un peu particulier. Mais bon, maintenant, elle était en son nom, maintenant elle travaille avec une autre étude. Je me demande si ce n'est pas à cause de ce qu'elle a fait. Il y a eu également, par exemple, les juges du fond, parce que c'est à eux qu'on expose tous les problèmes quand on va devant la justice. Et ils ont la possibilité de retenir ce qu'ils veulent, ce qui est une anomalie, parce que si je dis blanc et qu'eux ils retiennent noir, c'est un problème. Et en fait, quand on dénonce quelque chose, et que les juges du fond ne retiennent pas ce qu'on dénonce, ils sont eux aussi en quelque sorte en train de violer la loi, parce que la loi ne leur permet ça, leur permet beaucoup de choses, mais pas ça. Et il faut savoir aussi que les procureurs, tant sur les procédures du tribunal de commerce, donc les procédures collectives, que sur les procédures pénales,
c'est eux qui décident de tout. Parce qu'en réalité, voilà, le procureur de la République, il est parti dans les procédures collectives. Et une fois qu'il y a une décision du tribunal, c'est le procureur de la République et le mandataire judiciaire qui décident de tout. Le mandataire judiciaire ne peut rien faire sans l'accord du procureur. Et donc, s'il est en train de faire quelque chose d'illégal, le procureur, il le sait et il laisse faire. Ça, c'est très important, ça. Ils ont un rôle actif dans le tribunal de commerce, même dans le civil, mais en général, le procureur se décharge de tout ce qui est civil, sauf s'il est pris à partie par l'une des parties, par exemple dans un cas de révocation de la décision. Sinon, dans la civile, il n'intervient pas. Et donc, il y a un dernier acteur, puisque là, on les survole simplement, il y a un dernier acteur qui est parajudiciaire, c'est la presse. Et tu m'avais dit qu'il y avait quelques mauvais exemples. Alors là, la presse, ça en donne un cœur joie, parce que la presse, en réalité, raconte ce qu'elle veut. C'est une chose incroyable. Et je me suis retrouvé avec des articles de presse qui disaient le contraire de ce que j'avais dit, ou le contraire de ce qui s'était réellement passé. J'ai dû faire contre l'Union, puisqu'on parle de journal local. Hein. Eux, ils ont une entrée au tribunal. De toute façon, l'Union, ils sont au courant de toutes les affaires. Après, ils choisissent celles qui les intéressent le plus, évidemment. Et la mienne les intéressait particulièrement. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé ce système. Et le journal ne va pas aller contre le système, parce qu'il gagne sa vie avec le système. Et s'il fait un article contre le système, il se fait taper sur les doigts, automatiquement. Parce que n'importe qui peut l'amener devant le tribunal, et s'il n'est pas d'accord avec le tribunal, bah, il est condamné. Et c'est des milliers d'euros de condamnation qu'il peut avoir. Fabrice Curlier, oui, je l'ai connu, je l'ai poursuivi 5 ou 6 fois. Je dis, mais en fait, ils n'ont jamais, quand je les poursuivais, ils ne sont jamais venus devant le tribunal pour dire qu'ils avaient raison. Ils n'avaient pas raison. Et en plus, moi j'avais demandé à chaque fois un droit de réponse, ce qu'ils ont l'obligation de faire, mais ils ne me l'ont jamais donné. Mais ils sont venus devant le tribunal à chaque fois, et c'est là où entre en jeu le juge du fond, à chaque fois pour dire ah non, il y a prescription, ah non, il manque une virgule là, ah non, cet article-là, c'est pas le bon. Et à chaque fois, le tribunal, comme par hasard, leur donnait raison. Donc le jugement n'allait pas jusqu'au bout, n'allait jamais jusqu'au bout, et il y avait un problème procédural et il était déclaré irrecevable à chaque fois. Nous sommes aujourd'hui, Angelo, en juin 2026. Cela fait 23 ans que tu combats pour défendre tes droits dans le système judiciaire. Peux-tu nous dire aujourd'hui quelles sont les procédures que tu as initiées et qui sont toujours en cours? Alors actuellement, il y a 8 procédures qui sont toujours en cours. Il y en a une devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc contre l'État. Il y a 2 procédures devant la Cour de cassation à Paris civile. Une autre devant la Cour de cassation toujours à Paris au pénal. 3 procédures civiles devant la Cour d'appel, une devant la Cour d'appel de Paris, une devant la Cour d'appel d'Amiens et une devant la Cour d'appel de Reims. Et une dernière procédure au pénal devant le tribunal correctionnel de Reims contre un avocat. Comment fais-tu pour justement, financièrement, tenir dans ces procédures? Alors, je me prive beaucoup. J'ai quelques personnes qui m'aident quand il faut. Et j'ai un avocat qui me suit depuis 2010, qui m'aide également pour toutes mes procédures où j'ai besoin d'un avocat. Et ensuite, évidemment, j'ai l'aide juridictionnelle puisque je n'ai plus de salaire, je n'ai plus de travail, et je n'ai plus grand-chose d'ailleurs. Et donc, j'ai le droit à l'aide juridictionnelle qui régulièrement est refusée, plus maintenant. Au début, je devais me battre pour qu'elle soit acceptée parce qu'elle trouvait toujours
une bonne raison pour me la refuser. Et comme j'ai fait des appels et pourvois en cassation et que j'ai gagné régulièrement en cassation, donc maintenant il me l'octroie régulièrement sans que j'ai même à contester la décision. Alors Angelo, j'ai appris aussi que depuis plusieurs années, tu étais dans une association qui s'appelle Landveg et que donc tu en étais aujourd'hui le président. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette association? L'Association nationale des victimes des erreurs et dysfonctionnements judiciaires, elle existe depuis 2001. Donc ça fait 25 ans qu'elle existe. Moi je ne la connaissais pas quand j'ai commencé mes batailles, je ne la connaissais pas. Mais après, en allant sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui se battaient pour les mêmes raisons que moi. J'avais d'abord créé une association propre et par ce biais-là, j'ai rencontré d'autres associations, dont Landveg. Et je suis entré comme membre dans l'association de mémoire en 2013 et je suis donc président de l'association depuis environ 8 ans. J'ai eu d'autres contacts avec d'autres associations, mais évidemment c'est pas facile de réunir toutes les associations dans le même but. Mais ça m'a donné envie d'en faire encore plus, de me battre encore plus, et par le biais de l'association, j'ai connu d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi, que j'ai pu aider, enfin dans la limite du possible, sauf que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils s'adressent à une association, c'est bien souvent trop tard, c'est difficile de revenir en arrière. Malgré tout, j'ai eu quelques satisfactions à ce niveau-là, et donc je suis content de ça. Et je continue à le faire, même si l'association n'a plus l'activité qu'elle avait avant, mais les gens continuent à m'envoyer des mails, m'appeler, même de l'étranger, quelquefois de personnes qui étaient en France et qui se sentent un petit peu, comment je dirais, dénigrées par la justice et qui m'envoient des messages. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis entré dans l'association et que je continue donc cette bataille pour moi et pour les autres. Je ne le fais pas uniquement pour moi. J'ai 65 ans, il ne me reste plus beaucoup à vivre, donc quand je m'en irai, tout restera sur place, je ne l'emporterai pas avec moi. Mais ce que je voudrais, c'est que les idées que je porte restent par la suite. Et mes idées, c'est une justice plus juste. Quand un tribunal rend une décision, c'est au nom du peuple. Et le tribunal ne rend pas la décision au nom du juge, c'est au nom du peuple. Et donc, si un juge viole la loi, il viole le peuple. Mais ce que je voudrais, c'est que d'autres personnes comme moi fassent la même chose. Parce que c'est très important. Parce qu'il faut le signaler, même si on croit que ça n'a aucun impact, que de toute façon ça ne changera jamais rien. C'est faux. Si on veut changer les choses, il faut continuer à écrire à ces gens-là et à demander que ça change. S'il y a 1000, 10 000, 1 million de personnes qui leur écrivent, ils vont finir par entendre ce qu'on leur dit. Et s'il y a 1 million de personnes qui écrivent à l'agent judiciaire de l'État pour demander un dédommagement par rapport aux préjudices qu'ils ont subis par la justice, eh bien, je pense que les choses pourraient changer pour tous les justiciables. Voilà. C'est tout ce que je demande. Je ne veux pas avoir des faveurs de la justice, je veux que mon droit à la justice soit respecté. C'est la chose la plus importante. Je ne veux pas qu'il y ait des privilèges à certaines personnes. Ça, c'est hors de question. C'est pour ça que je ne veux pas.